Mais rugissante, élégante, affriolante, complètement démente. C'est comme ça que je me les représente. Les années folles, c'est la gaudriole, un peu friponne, un peu garçonne, au chapeau cloche, mais loin d'en être une. C'est la femme ultime et fatale, le sexe beau qui prend le contrôle. Par cigarette, frange à gogo, je fais la fête, suivre mon tempo. Mes pieds s'affolent sur le Charleston, mon sautoir jump, mes bracelets résonnent. Come on, les notes s'emballent. Come on, le rythme s'effrène. Come on, sur le piano, ça tape, ça claque, ça t'épate, ça des boîtes rugissantes, élégantes, affriolantes, complètement démentes. C'est comme ça que je me les représente. Les années folles, c'est la gaudriole. Folle, les années folles, les années folles. Un frère mort en bord de Marne, un cousin morne drogué à l'opium, estropié, défiguré, des hommes au nom, des ombres à peine, misère partout, société grippée, et sans compter la grippe espagnole. À elles sont folles, ces années folles, à vous rendre folles, ces années folles. Ah ouais. Vous êtes dit, un spectacle sur les années 20, ça va donner la patate, donner de l'optimisme. Après tout, c'était paillettes, mini-robes à franges et cocktails à gogo. Ben, il est temps de remettre les pendules à l'heure. Je vais pas vous faire la leçon en mode historienne, intellectuelle. Il faut être franc. Moi aussi, quand on me dit les années 20, ce que je vois d'abord, c'est Joséphine Baker. Je vois Paris qui scintille, le jazz qui s'emballe, les nuits de fête aux fourrures décadentes. Je vois ma mamie, mon arrière-grand-mère, mamie Suzanne. Mamie, elle est née en 1903 et elle est décédée la nuit de Noël 1998. J'avais 10 ans. 10 petites années où j'ai côtoyé celle qui a vu passer tout le XXe siècle. Et on m'en a raconté des histoires. Puis je m'en suis beaucoup raconté aussi. Comme sur les années folles. Reprenons, factuellement. Suzanne Jon est née à Nantes en 1903, d'un père chirurgien orthopédiste, professeur de médecine aux multiples publications, et d'une mère. À l'époque, dans la bourgeoisie, on n'en attendait pas beaucoup plus d'une femme. 4 ans plus tard, naît sa petite sœur Marie-André. Alors on amène Suzanne pour qu'elle fasse connaissance avec la nouvelle venue. Et la petite Suzanne, en caressant le bébé, elle s'exclame « Oh, mais c'est doux comme un pigeon! C'est mon premier souvenir! Ah, quand j'étais petite, on habitait rue Lafayette à Nantes. Ah là là! Je me souviens, on n'avait pas l'électricité. On se clairait à la lampe à pétrole, ça éclairait très bien. Ah, le soir, avec Marie-André, on veillait. Je lui apprenais comment coudre des boutons. On veillait parfois tard parce qu'on attendait que mon père y rentre de la clinique. Enfin, sauf pendant la Grande Guerre, parce qu'alors là, il était parti. Il soignait les soldats marocains au front. Enfin, sauf ma mère, il y avait qu'elle pour attendre. Comme s'il allait rentrer le soir même. Elle dormait mal. Oui. Surtout après 1915. C'est l'année où l'oncle Michel est mort. C'était mon parrain. L'oncle Michel, il était capitaine au 11e d'infanterie. Une nuit, il cherchait un officier pour emmener des hommes à l'assaut des Boches. Mais il s'est porté volontaire, alors qu'il avait une blessure pas... Hein, et c'était même pas ses hommes. Hein. Il y est allé. Ah ben, il s'est fait mitrailler. Terminé, l'oncle Michel. Mais il était très aimé par ses hommes. Alors, quand ils ont appris qu'il était là, gisant entre les Français et les Allemands, eh bien, ils ont monté une expédition pour aller ramener son corps. Ça, c'était beau. Ouais. Il était très aimé. Mais j'ai pas beaucoup connu. Oh, on a eu de la chance d'avoir un corps enterré, hein. Parce qu'alors, chez les Cossais, ils ont perdu leurs 3 fils. Le père Émilien, il a passé des années dans la Somme à errer pour retrouver leur corps, mais il n'a jamais pu. Enfin bon, tout ça, c'était loin de nous, Avec Marie-André et les cousins, on se voyait le plus souvent possible. L'été, on prenait le train, on allait au lac, on
la journée, on a grandi comme ça. Jusqu'à la fin de la guerre. Parce qu'alors là... Alors bon, mon père est rentré sain et sauf, Dieu soit loué. Mais Marie-André, elle a attrapé la grippe espagnole. Elle était au plus mal. Puis comme si ça suffisait pas, à peine elle se remettait qu'elle a attrapé la tuberculose. Alors là, mon père, il était au désespoir. Mais vous pensez, un médecin qui n'est pas capable de soigner sa propre fille. Il a fait venir les plus grands spécialistes de Paris. Ça n'a pas suffi. Marie-André est décédée le 4 septembre 19. Elle avait 12 ans. Elle était très blonde, un teint de pêche, remarquablement intelligente. Enfin bon, on va pas se plomber, on n'est pas tous morts, hein. On n'est pas des fantômes non plus. À 19 ans, j'ai pris une grande décision. Je me suis coupé les cheveux. Suzanne? Quelle horreur! On dirait une garçonne, tiens. Ah bah garçonne, je serais. Alors que tu viens tout juste de faire ton entrée dans le monde, que plein de jeunes gens s'intéressent à toi. Tu veux nous faire honte? Ne t'inquiète pas, maman, on ne me verra plus guère dans les balanantes. J'ai pris une grande décision, je pars à Paris. À Paris. On peut savoir ce que tu vas y faire? Eh bien, papa a toujours voulu un fils qui soit docteur en médecine. Qu'à cela ne tienne, je ne peux pas me changer en homme, mais faire des études de médecine, si. Ah bah, autant faire la putain. La putain? Mais c'est le sort que tu me réserves si je reste ici. Tu crois que je ne te vois pas à calculer quel sera le meilleur parti, le plus rentable? Un mariage sans amour, c'est de la prostitution. Un simple contrat d'achat et de vente. Ça par exemple. Mais le rêve de toute jeune fille est le mariage. Et je ne souhaite que ton bonheur, quoi que tu en dises. Un homme qui prenne bien soin de toi. Pas que tu ruines ta jeunesse, hein. Est-ce que tu as vu les veuves de guerre à qui on fait la charité? Elles aussi, elles avaient un bon petit homme qui s'occupait d'elles. Et puis la tante André, elle a bien fondé son entreprise de blanchisserie mécanique. Alors non, je ne dépendrai pas d'un homme pour ma survie, je pars à Paris. Sans femme de chambre. Mais les femmes de chambre aussi, elles ont envie de liberté. Elles s'en vont des bourgeois, là, elles vont travailler à l'usine, dans les ateliers de couture, que sais-je. Et on a toutes, elles comme moi, une envie d'ailleurs. Dans ce monde en demi-teinte, pas d'autre choix que d'être poète, fêtard, nocturne. La lumière du jour fait trop ressortir la misère et les blessures. Autant vivre la nuit. Dans l'ombre et la lumière des sodiums des lampadaires, tout est plus beau, tout est plus fort. Les histoires sordides se tiennent sages, tapis dans l'ombre. Alors on s'abîme dans la fête, on fuit dans le bruit. Mots, peinture, couleurs, sueur, danse, voir, entendre, sentir, toucher. Ça, c'est du vrai, c'est du vivant, c'est du concret. Le reste, mais peut bien partir en poussière, cendre du vieux monde. Ce qui est là, ici et maintenant, ce qui est vivant, vibrant dans l'air et dans la chair, ce qui nous reste, c'est la fête. Vie brisée, brimée, maintenue dans la peur et la douleur durant tant d'années, libérée. Déchaînez-vous, femmes et hommes de tout pays, de toute couleur. Fuyez le visage cru de ce monde en haillons. Libérez vos corps, libérez vos cheveux. Maquillez la vérité au rythme du Charleston. Vivez! La rancœur du jour alimente l'hystérie de la nuit. Ce n'est pas une célébration, c'est une évasion. On reprend la vie par effraction.